Une heure pour convaincre. Tous les mardis 16h et jeudi 8h, votre radio Carré Jaune, la communautaire à Lomé, déroule le tapis rouge et ouvre ses micros aux acteurs socio-économiques, sportifs, politiques et autres pour nous convaincre. Une heure pour convaincre, c'est surtout des questions qui fâchent avec commentaires et analyses objectives. Une heure pour convaincre. Signature Eugène Bamazé, assisté de Daniel Dodjani, sur la 103.1 FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une convaincre aujourd'hui donc déroule son tapis rouge au conseiller chargé des relations avec les médias à l'ANC, Monsieur Francis Pedro Mouzou, à la mise en onde. Amen le Saint, assisté de Papa Sam, et je serai donc assisté dans cette émission comme de coutume par Daniel Dodjani, le rédacteur en chef de la maison. Une fois encore, bon courage donc à tous ces élèves, à tous ces 3 millions d'élèves qui ont repris donc le chemin des classes, sans oublier les parents d'élèves également. Félicitations au gouvernement. Malgré les problèmes, ils sont quand même parvenus à faire retourner nos enfants dans leurs écoles. Ça vaut bel et bien la peine. Daniel, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Eugène, bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans cette émission Une heure pour convaincre. Voilà. Monsieur Petro Amouzou, bonjour, bonsoir. Bonjour, chers amis, je dirais bien chers collègues. Bonjour à vos auditeurs. Je dis toujours, Dieu est grand, qu'il veille sur notre pays. Amen. Moi, je suis Eugène Bamazé. Sans transition, Daniel, 2 minutes sur le point de reportage début hier par rapport à la rentrée scolaire. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hier, la rentrée scolaire 2021-2022 a été effective sur l'ensemble du territoire national. Les élèves ont repris donc le chemin des classes et, comme le gouvernement l'a annoncé, toutes les écoles, que ce soit publiques ou privées, ont quand même ouvert leurs portes à ces élèves. Pour ceux qui passent en classe supérieure, pour ceux qui changent de niveau, c'est-à-dire qui ont peut-être le CPD ou le BEPC, vous savez, avec la gratuité des frais de scolarité annoncée par le gouvernement, ça n'a pas été facile à gérer dans certains établissements, surtout publics, où les nombres que les établissements reçoivent d'habitude ont augmenté et il faut faire des gymnastiques. Et aujourd'hui, chacun court vers la gratuité. Ah ouais, qui ne veut pas quand même aller à l'école sans payer de scolarité? Peut-être que ça va être juste pour cette année, mais bon, il faut en profiter avant que ça ne soit trop tard. Et déjà, quand vous voyez aujourd'hui, il y a des écoles qui ont déjà commencé le double flux, des élèves qui vont à l'école à partir de midi, au même moment où certains élèves reviennent à la maison et tout. Pour le moment, le temps le permet, hein. Mais quand le temps le permet, le temps est un peu clément, s'il ne pleut pas, les élèves peuvent encore aller, vous savez, parfois il pleut entre 10h et midi, c'est difficile pour ceux qui sont à la maison d'aller à l'école en ce moment-là. Mais quand nous serons encore dans les mois de décembre, janvier, février, où la chaleur sera quand même à un degré un peu insupportable, ça va encore poser de problèmes à ces élèves-là qui vont aller au cours à partir de midi. C'est un peu difficile, nous savons comment nos salles de classe sont construites sans grande aération, ça va être un peu difficile. Les établissements dans lesquels nous sommes passés quand même, les chefs d'établissement ont fait quand même de leur mieux pour pouvoir caser ces élèves-là et les encadrer au mieux, surtout avec le recrutement de plus de 2000 enseignants. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore... C'est hier seulement. Oui, ils n'ont pas encore... Pourquoi ne fallait pas programmer ça avant la rentrée? Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Normalement, ce résultat-là devait sortir depuis. Et ces enseignants devaient être affectés depuis avant que la rentrée ne soit effective, mais le gouvernement a attendu jusque le jour de la rentrée, plus tard dans la nuit, avant de sortir ces résultats-là. Et c'est peut-être la semaine prochaine. Un communiqué annonce leur formation à partir du 30 avant de les déployer. Voilà, c'est
ça complique un peu les choses. Ça va être peut-être encore une semaine de perdu dans cette année scolaire, puisque ces enseignants-là vont être formés avant d'être affectés et ils vont encore prendre peut-être une semaine, 2 semaines avant de rejoindre leur poste et tout. C'est un peu difficile. Mais bon, quand vous allez poser la question au ministre de l'enseignement, il vous dira peut-être que ils ont leur programmation. Ok, ce n'est pas par hasard un bouclier donc au gouvernement pour anéantir la velléité de la FESEN qui annonce déjà des perturbations. Peut-être on cherche des moyens pour pouvoir contrecarrer la FESEN. Peut-être on est dans les négociations avec la FESEN, on ne sait jamais. Mais je pense que la FESEN, quand la FESEN annonce des grèves, il faut savoir, il faut faire attention, puisque c'est une fédération aujourd'hui qui a une assise nationale, qui a beaucoup de membres. Et surtout au niveau du primaire, préscolaire, tout ça, il faut faire attention, il faut quand même arriver à satisfaire ce syndicat-là ou bien cette fédération de syndicats. Si on veut peut-être la contourner, la FESEN, je pense que ça pourrait être désagréable dans les jours à venir. On va revenir à cela, puisque selon les nouveaux tests, tout retraité ne doit plus militer dans un syndicat. C'est ce que M. Moussime, le secrétaire général de la FESEN, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, nous a fait croire ou nous a dit. Bon, on verra si le Togo est entièrement à part des tests universels ou là c'est aux syndicalistes de réagir de dire si effectivement un retraité ne doit pas militer au sein d'un syndicat. Vous savez, quand vous êtes quand vous êtes encore fonctionnaire, c'est un peu difficile de prendre des initiatives à la tête des syndicats. Nous savons tout ce qui se passe derrière quand vous êtes un syndicaliste, un patron de syndicat. Quand vous faites quelque chose, il y a parfois des affectations qu'on appelle affectations punitives. On vous largue quelque part pour vous empêcher de faire votre travail en tant que syndicaliste ou secrétaire général d'un syndicat. Mais quand vous êtes à la retraite avant d'être à la tête du syndicat, ça vous donne une certaine latitude de travail sans pression. Peut-être que le gouvernement a vu ça avec les syndicats qui existent aujourd'hui. Il y a beaucoup de syndicats dans notre pays qui sont dirigés par des gens qui ont déjà travaillé, qui sont à la retraite et donc qui ont une certaine liberté de travailler. Peut-être le gouvernement veut mettre fin à ça. Bon, on ne sait jamais. Okay. C'est un syndicaliste de réagir par rapport à ça. Si ça le tient, ça c'est bon. Ok. Une heure pour convaincre sur Radio Carré Jeune. Nous sommes donc ce mardi, cet après-midi avec Francis Pedro à Mouzou, conseiller chargé des relations avec les médias à l'Alliance nationale pour le changement à ANC. Et Francis Pedro, rebonsoir. Oui, bonsoir et tout le bien pour le Togo. Voilà. Nous venons d'évoquer un problème, disons une actualité par rapport à la rentrée scolaire. Nos enfants ont repris le chemin des classes depuis hier. D'abord, vous me permettez de saluer les parents d'élèves qui se sont saignés pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école depuis hier. Vous me permettez également de saluer les enseignants. Vous savez, quoi qu'on dise, ces messieurs et dames font un travail, je dirais même, c'est un sacerdoce. Donc, il nous faut les encourager pour qu'ils puissent donner d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent permettre à nos enfants de devenir quelqu'un d'humain. Donc je salue ces deux-là, c'est-à-dire parents d'élèves et enseignants. Je dis qu'il faudrait que le bon Dieu accompagne nos enfants. Parce que quand j'ai écouté tout de suite le reportage que vous faites de cette rentrée-là, j'ai eu une sueur froide. Et moi-même, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, on a vu
des classes d'école se dérouler sous les arbres. On a vu, moi-même, de mes propres yeux, je reviens de l'intérieur du pays, dans une tournée de mon parti. Nous avons vu l'état des établissements scolaires de notre pays. Tout ça, ça fait froid au dos. Et voyez-vous, lorsque on attend la veille de la rentrée pour annoncer le recrutement des enseignants, je ne sais pas ce que ça veut dire. Cela veut dire que nous mettons la charrue devant les bœufs. Moi, à mon sens, un mois avant, ou bien 3 mois même, dès que les élèves sont en vacances, le gouvernement devait prendre sur lui de s'apprêter pour la rentrée, la prochaine rentrée. C'est-à-dire, il y a un concours pour recruter les enseignants. Ce concours-là, on devait l'annoncer depuis. Et former pédagogiquement les enseignants candidats qui ont réussi à ce concours. Mais on attend. Et c'est très tard dans la nuit, la veille de la rentrée, qu'on annonce ça. Et maintenant, il faut aller les former au moment où la rentrée est en cours. Mais je vois tout ça là que c'est une cacophonie. On se demande, mais pourquoi chaque année, il doit y avoir des problèmes à la rentrée scolaire? Ça fait 20 ans, c'est la même chose. Ça n'a jamais changé. Ça, c'est des syndicats qui annoncent une grève et le gouvernement court. Soit pour les embrigader, soit pour essayer de colmater la brèche. C'est pas une bonne chose. Donc, de la sérénité dans tout ça, j'implore la divine grâce pour que l'année scolaire Kahin-Kaha puisse se tenir. Et puis, lorsque, avec ces mesures sanitaires qui nous sont imposées, eh bien, les élèves doivent aller à l'école. Certains le matin, je ne sais pas, certains à midi, et d'autres, je n'en sais pas. Alors, quand on voit tout ça, on se dit que il y a quelque chose qui se passe. Il y a une mauvaise préparation de la rentrée. Alors, j'ai écouté le ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire du premier, deuxième degré, et qui dit, nous avons construit 300 quelque chose bâtiments, nous en avons réfectionné 300 quelque chose. Mais non. Un gouvernement ne parle pas comme ça. Un gouvernement sait le nombre. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a au moins 3 millions, à peu près, non? 3 millions d'élèves. Mais quelles statistiques on a fait pour savoir, pour dire que, mais avec ça, là, comment nous allons, dans quelle classe nous allons les mettre? Et ça devait être fait en amont, pas en aval. Pas en aval. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais dans cette situation, dans cette crise sanitaire, le gouvernement a beaucoup de choses à gérer à la fois. Vous ne pensez-vous pas que quelque part, ça pourrait quand même empêcher le gouvernement d'être aussi réglo comme vous savez, moi, je n'ai pas voulu être ministre. Eux, ils ont voulu être ministres pour servir la nation. Cela veut dire qu'ils doivent vous prendre en charge de la nation. C'est ce que ça veut dire. La primauté, un pays qui doit se développer. Si nous devons lutter contre la Covid-19, il faudrait que les gens soient instruits, n'est-ce pas? Donc l'éducation est la base du tout. Et moi, je pense que l'éducation, on doit s'en préoccuper avec beaucoup de munitions. Pas les mesurettes là que nous voyons, on colmate la brèche et on veut... Non, ce n'est pas une bonne chose. Et vous l'avez dit tout à l'heure, que la gratuité de l'écolage crée des problèmes. Nous le savons que ça va créer des problèmes. Il vaut mieux faire quelque chose
qui permettent aux populations, aux parents d'élèves de mettre leurs enfants à l'école que de faire des mesurettes. Les mesurettes créent toujours des problèmes. Alors que les classes étaient bondées avant. Au Togo, on trouve 100 élèves dans une classe. On en trouve. Alors, comment voulez-vous que l'enseignant qui a 100 élèves devant lui puisse donner le meilleur de lui? Il fera tout, mais il ne pourra pas. Puisqu'il n'y a même pas des allées pour que l'enseignant circule pour tâter de plus près ce que fait l'élève. Vous voyez, tout ça, bon, Dieu est grand. Donc, disent que les syndicats ou bien les enseignants exagèrent dans les revendications qui n'ont qu'à être cléments par rapport à la situation sanitaire que le Togo traverse. Bref, le monde entier traverse. Entre nous, est-ce que les syndicats des enseignants et le gouvernement ne se sont pas assis? Ils se sont assis, non? Ils ont pris des décisions, non? Et pourquoi on ne respecte pas ces décisions? C'est tout. La Covid est venue surprendre. Lorsque dans un pays, vous vous asseyez, vous prenez des décisions, il faut les respecter. Et quand vous ne pouvez pas respecter ces décisions-là, il y a une manière de le faire. Alors, si vous dites que l'État dit qu'il n'a pas d'argent pour satisfaire les enseignants, et les enseignants apprennent qu'il y en a qui s'achètent des véhicules de 58 millions. Vous pensez qu'ils sont assez fous pour ne pas réagir? Mais quand il n'y en a pas pour l'autre, il ne doit pas avoir pour un autre aussi. Ouais. C'est comme ça. Les gens voient, les Togolais sont en train de voir le train de vie de nos gouvernants. Eux, ils sont Crésus et le reste, c'est des pauvres haies. Alors, comment voulez-vous qu'ils ne réagissent pas? Je ne demande pas aux syndicalistes de réagir à tout va. Mais lorsque les gens sont en train de voir, eh ben, ils vont réagir. Ils sont des humains, non? Ils sont des humains, c'est tout ce que je peux dire. Ok, on évolue rapidement, l'essentiel est là. L'état d'urgence sanitaire au Togo a été prorogé donc de 12 mois. Alors, au niveau de l'ANC, comment trouvez-vous la gestion de cette pandémie par le gouvernement togolais ces derniers moments? Une gestion calamiteuse. Je répète, une gestion calamiteuse. En quel sens? Personne ne sait d'où vient cette pandémie, n'est-ce pas? C'est pas la faute du gouvernement si la pandémie est arrivée. Je suis clair dans mes analyses. C'est pas leur faute. Mais lorsque vous êtes des gouvernants et vous êtes confrontés à un problème comme ça, vous avez un langage vis-à-vis de la population. Un langage qui permet à la population de vous suivre. Alors, si le langage c'est gouverné par la peur, mais je vous assure que personne ne vous suivra. Vous aurez beau dire, les gens ne vont pas vous suivre. Or, nous voyons, depuis le début de cette pandémie, on dit des choses, et puis après, on dit d'autres choses, et puis après, on revient sur ce qu'on a dit. Finalement, ça ne permet pas la sérénité qui doit entourer la résolution du problème. Donc, au niveau de l'ANC, nous pensons que le gouvernement aurait utilisé de la pédagogie, de la sensibilisation. La pédagogie, c'est la manière de transmettre le message, la manière de dire, et comment le gouvernement la manière de convaincre. C'est ça le gouvernement fait, non? Vous avez vu ça? Moi, je ne l'ai pas vu. Le gouvernement dit, lorsque vous devez vous faire établir un acte de naissance quelque part, vous êtes obligé d'avoir le pass, c'est-à-dire le passeport vaccinal. Mais le gouvernement, avant de dire ça,
devait interroger la Constitution. Parce que la Constitution donne le droit à quiconque, à tout citoyen, de se faire vacciner ou non. Mais le pays est dirigé par ordonnance. L'ordonnance ne donne pas le droit au gouvernement de violer les lois du pays. Non. Moi, à leur place, j'aurais un langage d'explication envers la population pour dire, écoutez, nous ne savons pas d'où vient ce truc-là. Nous ne savons même pas si les médicaments ou les vaccins qu'on nous propose, c'est fiable à 100%. Mais nous sommes confrontés à cela. Ailleurs, voici ce qu'on est en train de faire. Nous aussi, nous devons faire ça pour vous protéger. Notre devoir est de vous protéger. Aidez-nous à vous protéger. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire la vaccination. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ça que nous avons. D'ailleurs, par le passé, que ce soit la variole, que ce soit la peste dans le temps, que ce soit d'autres pandémies, on a le choléra par exemple. On a procédé par vaccination. Je prends le cas du choléra par exemple. Mais quand le choléra sévissait tellement, c'est pas la vaccination. Le vaccin anti, comment on dit, cholérique, on dit ça, c'est comme ça, non? C'est ce vaccin-là qu'on nous a inoculé. Mais, et c'est ça qui a stoppé tant bien que mal le choléra. Quand bien même le choléra existe encore, tant bien que mal le choléra. Et après, on a sorti ce vaccin-là du lot. On a dit que ce n'est plus bon. Mais sur le tas, ça a bloqué au moins la propagation de cette maladie-là. Donc, on ne peut pas gouverner par la force. Au-delà du discours pédagogique que le gouvernement devait avoir aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui sont là et qui sont en train de mettre des bâtons dans le roue du gouvernement. Juste, c'est parce que le gouvernement ne s'y est pas pris tôt pour utiliser la pédagogie que le gouvernement a laissé libre cours à toutes les interprétations possibles. Lorsqu'on nous dit, nous allons faire peur. Mais qui veut se faire peur? Vous êtes là, est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse peur? Lorsqu'on dit ça, lorsqu'on dit que le vaccin, ça coûte trop cher, mais donc notre vie là, on nous dit que notre vie n'a pas d'importance. C'est l'argent qui a de l'importance. Que vous véhiculez, en termes de communication, nous sommes des journalistes, nous savons ce que c'est que la communication. Lorsque vous véhiculez de tels messages dans la population, vous donnez libre cours à des interprétations diverses qui annulent même le travail qui doit être fait pour résoudre le problème. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, pour l'ANC, c'est clair. Nous demandons que la population aille se faire vacciner librement, sans contrainte. Parce que c'est ça seul que nous avons aujourd'hui pour faire face à la pandémie. Mais nous ne forçons personne. Voilà notre position. Ok. Rapidement, dernier sujet, dernier point par rapport à la pandémie. Quoi qu'on dise, la pandémie, l'autre, elle est là. Chacun fait feu de tout bois pour pouvoir se protéger. Le gouvernement, de son côté, veut atteindre l'immunité collective. À l'ANC, qu'est-ce que vous préconisez? Quel conseil donnez-vous au gouvernement à ce que cette immunité collective puisse être atteinte? J'ai bien commencé par déjà répondre à votre question que pour nous, nous exhortons la population à aller se faire vacciner. Puisque moi-même, je me suis vacciné depuis le mois de mars. J'ai fait les 2 vaccins. Moi, j'ai fait AstraZeneca depuis le mois de mars. Pourquoi? C'est parce que le patron a été touché? Non. Même si M. Fabre n'a pas été touché, moi, j'irai me faire vacciner. Okay. Mais nous avons vu qu'après, M. Fabre a été touché, d'autres responsables du parti ont été
touchés et que ce n'est pas la grâce de Dieu qu'ils s'en ont sortis. Mais il y a d'autres responsables de partis politiques, d'autres partis politiques aussi qui sont touchés, que ce soit au RPT uni, que ce soit dans l'opposition, hein, je vous assure. Donc, tout est comment vous apportez l'information à la population. C'est ça qui fait que la population va vous suivre. Voilà. Ok. À vous écouter, Monsieur Francis Pedro, donc c'est cette mauvaise communication ou cette mauvaise pédagogie du gouvernement qui a entraîné ce bras de fer entre gouvernement et évêque, en quelque sorte. Vous savez, je suis sérieux. Moi, je suis catholique. Je ne m'en cache pas. Mais là où on respecte plus les mesures barrières, là, je crois que c'est dans nos églises. Quand vous rentrez dans une église, c'est sûr, les places sont marquées. Vous ne verrez jamais plus de 3 personnes sur un banc de plus de 2 mètres 50 ou 3 mètres. Vous n'en verrez plus. Vous n'en verrez plus. Dans nos églises. Les bavettes sont portées dans les églises. Je peux vous dire, nous allons à la table sainte, nous communions. Avant de communier dans mon église là, il y a une dame ou 2 dames qui passent et qui nous mettent les gels dans les mains. Nous nettoyons nos mains avant d'aller à la table sainte. Alors, je vois mal comment on doit fermer une église. Parce que, en même temps, l'homme est comment on dit, chair et sang, mais l'homme est également esprit. Donc, les 3 choses-là vont de pair. On ne peut pas empêcher. Alors, j'ai entendu des gens dire, vous pouvez prier dedans, à la maison. Non, on ne banalise pas ces choses-là. Quand l'homme n'en peut plus, l'homme se remet à Dieu. Donc, on ne peut pas fermer les églises. Pour dire à des églises, il faut que les gens présentent leur passe avant de rentrer dans une église pour aller prier Dieu. Ça, je n'ai jamais vu ça nulle part. Il y a qu'au Togo qu'on trouve de ces choses-là. Je crois qu'au début, dans les pays où ça sévit, personne ne sait ce qu'il faut faire. Mais là, tout le monde est revenu à de meilleurs sentiments. Nous avons d'autres pays qui nous entourent. Pourquoi eux, ils ne le font pas et que c'est nous? C'est toujours nous. Nous, on veut plaire. On veut plaire. On veut plaire à qui? On veut plaire à la communauté internationale, c'est toujours ça, non? On veut plaire. Et quand on veut plaire, on fait mal à son peuple. Voilà. Voilà, une pour convaincre sur Radio Carré Jeune, nous sommes avec M. Francis Pedro Amouzou, conseiller chargé des relations avec les médias à l'Alliance nationale pour le changement à ANC. Une courte pause et puis nous allons revenir. Bonjour monsieur. Bonjour. Le travail, ça va? Oui, ça va. Ok, je suis agent du GSM, groupe de surveillance mixte dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Je pense que vous avez oublié quelque chose. Ah bon? Mais quoi donc? Votre cachinet, mon frère. Grand frère, j'ai complètement oublié. Ok. Tiens, je t'en donne un. Merci beaucoup. Il faut toujours porter le cachinet. D'accord. Conducteur de taxi-moto, le port de cache-nez est obligatoire. Cela vous protège et protège les autres contre le coronavirus. Ceci est un message de WANEP Togo avec le soutien financier de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Une heure pour convaincre sur Radio Carré Jeune, mettant sur la 103.1 et puis sur les www.rcgfm.com. Et cet après-midi, nous déroulons donc notre tapis rouge à l'ANC par l'entremise de son conseil chargé des relations avec les médias, Francis Pedro Amouzou. Vous étiez en conférence de presse la semaine écoulée, vous avez fustigé certains points toujours relevés de conclusion de la CENAP. Que reprochez-vous aux documents issus donc de cette rencontre entre les acteurs politiques togolais? C'est vrai que nous avons fait cette conférence de presse et ce n'est pas
la première, d'ailleurs, nous avons fait plusieurs conférences de presse sur la concertation nationale des partis politiques. Et lorsque nous avons eu le relevé de conclusion, je vais aller très vite pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses à vos auditeurs. Vous nous demandez pourquoi nous fustigeons ces relevés de conclusion. Oui, nous devons les fustiger parce que ces relevés de conclusion ne ressemblent pas ou bien n'est pas de l'avis de ce que les populations togolaises veulent. Alors, je prends un exemple. Sur les élections, par exemple, les discussions ont tourné autour du recensement électoral. C'est un exemple du recensement électoral. Nous avons dit, ah oui, il faut un nouveau recensement électoral. Et ce recensement électoral doit être un recensement électoral biométrique intégral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, pour enregistrer les électeurs sur la liste électorale, il va falloir que des gens aient leur carte d'identité nationale. Et que, à la base de cette carte d'identité nationale-là, qu'ils puissent apposer leurs deux doigts sur une machine qui prend en compte leurs empreintes. Des 10 doigts. Des doigts, leurs photos et tout et tout. Maintenant, comment on peut avoir sa carte d'identité nationale? Nous avons proposé, au cours de la concertation, au gouvernement, écoutez, faites des audiences foraines pour délivrer des actes de naissance à ceux qui n'en ont pas, des certificats de nationalité aux Togolais qui n'en ont pas, et des cartes d'identité aux Togolais qui n'en ont pas. Et de cela, gratuitement. Ce n'est qu'après ça que les Togolais, lorsque vous allez faire le recensement électoral, les Togolais iront avec leur carte d'identité nationale pour se faire enrôler sur les listes électorales. Cela éviterait, à tout point de vue, les témoignages que nous avons lors des recensements électoraux, où le chef est là, on dit que c'est le chef qui témoigne, ou bien un substitut du chef qui est là, qui dit non, celui-là je ne le connais pas, parce que celui-là est d'un parti où le chef, que le chef ne veut pas. Donc, on dit non, on ne lui fait pas, on ne l'enregistre pas. Donc, c'est pour éviter cela que nous avons demandé au gouvernement, comme ça se fait ailleurs. Ce n'est pas le Togo qui va commencer. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire, ça s'est fait partout dans la sous-région ici. Nous demandons la même chose. On nous répond, c'est trop cher. Et nous avons dit, mais comment? La sérénité, la vie du Togo, ça coûte cher? Non, il ne faut pas faire ça. Nous avons un autre point sur... je vais aller comme ça pour que les gens puissent nous comprendre. Par exemple, la composition de la CENI. Nous avons dit, en tout cas ce sont les propositions de l'ANC, nous avons amené à cette discussion-là que la composition de la CENI soit paritaire. N'est-ce pas? C'est-à-dire, la CENI c'est 17 membres. 8 pour la majorité et ses affidés. 8 pour toute l'opposition. Et consensuellement, les deux entités s'entendent sur le 17e membre. Parce que nous avons vu cet accord-là depuis 2018, quand la CEDEAO était venue ici. C'est l'un des points de la feuille de route de la CEDEAO. Voilà, nous avons déjà eu. Léni, on nous dit non. Non, pourquoi? Et on fait intervenir comment on appelle ça? L'administration dans la composition de la CENI. Comme naguère.
Nous disons non. Lorsque la loi dit que la CENI est indépendante, elle doit être indépendante de tous les corps constitués. Administration, l'exécutif, Assemblée nationale et tout. C'est ce que la loi dit. C'est article 4 du Code électoral. La CENI est une entité indépendante. Et en même temps, article 5, on viole ça en même temps. Non, on ne peut pas faire des choses comme cela. Ils disent 7 pour la majorité parlementaire, 7 pour l'opposition, 4 pour l'opposition parlementaire, 3 pour l'opposition extra-parlementaire. Mais là où encore le bas blesse, ils disent que, pour la majorité parlementaire, là, au lieu de proposer 7 membres immédiatement, ils proposent 14. Et à l'Assemblée, ils vont aller choisir dans les 14. Pour l'opposition parlementaire, 4 là, eux ils proposent 8. L'Assemblée va aller choisir 4. Et pour l'opposition extra-parlementaire, 6. Alors, si c'est l'Assemblée qui doit aller nous choisir, nous, celui qui doit nous représenter, mais autant qu'il le fasse. C'est-à-dire, vous extra-parlementaire. Au niveau de tous les partis politiques, c'est l'Assemblée qui vote finalement pour les représentants. Quand la CEDEAO était ici, les 8 là, vous envoyez vos 8. L'Assemblée entérine. Directement. Pourquoi c'est comme ça? Parce que, au Togo, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne nous faisons pas confiance. Et quand nous ne nous faisons pas confiance, nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un à qui nous n'avons pas confiance de choisir quelqu'un pour nous. C'est pas normal. Nous disons non. Il y a d'autres choses. Nous allons y aller et vous allez voir. Je prends par exemple la question des élections régionales. Nous, il y a un point capital. On dit, quand vous voyez ce découpage-là, ce découpage est alambiqué. Ils ont fait une proposition en disant, bon, les populations qui ont entre 0 et 900 000 personnes, ils ont 25 conseillers régionaux. Les populations qui ont 1 million à 1 million 400, 1 million 500, ils ont 31. Les populations qui ont plus de ça, ils ont... C'est-à-dire, je vous prends les choses, vous allez voir. Nous prenons la région maritime. La région maritime, y compris le Grand Lomé, fait au moins plus de 3 millions 200 habitants. On dit que cette région-là aura 49. Conseiller régional. Conseillers régionaux. Et la région de la Kara, qui est 900 000, à peu près, un peu plus de 900 000 à 31. La région des Savanes, et ainsi de suite. La région centrale, par exemple, a un peu plus de 700 000 habitants, à 25 conseillers. Or, lorsque vous voyez ça, vous voyez que la région centrale, par exemple, je regarde dans mon truc, la région centrale fait 9,80% de la population togolaise, à 25 conseillers. Nous n'avons rien contre les régions, à 25 conseillers. Alors que la région maritime, qui a 43% de la population, a 49 conseillers. Faites le ratio, vous allez trouver qu'il y a des déséquilibres. Pourquoi le pouvoir veut faire ça comme ça? Quand le pouvoir s'assure de l'électorat d'un milieu,
le pouvoir augmente le nombre de sièges. Quand il n'est pas sûr de l'électorat d'un autre milieu, il fait en sorte de réduire. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire ce déséquilibre-là tout le temps. Alors que le pouvoir lui-même a fait la décentralisation. Les communes, nous avons 117 communes. Il faut faire les choses au prorata de la population. Vous voyez? Donc, si nous quittons là, ça c'est le découpage. Et ce découpage nous suit jusqu'à aller au-delà des législatives. C'est encore... il y a un autre sur les régionales. Dans les conclusions, on dit que la circonscription électorale sera la préfecture. Mon vieux, c'est pas normal. La préfecture n'est pas une entité décentralisée. La préfecture est une entité déconcentrée. Alors, pour les élections régionales, on dit que la circonscription électorale sera une entité déconcentrée. Mais c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, terre à terre, il faut l'expliquer aux auditeurs. C'est-à-dire que le préfet, directement terre à terre, le préfet est nommé, mais le préfet, lui, il est nommé et répond de l'exécutif. Oui. Alors que le conseiller, lui, il est élu et répond directement de la communauté. Voilà, c'est clair, c'est terre à terre. Vous voyez ce que ça veut dire? Alors, l'ANC dit, écoutez, comme aux élections municipales, la circonscription électorale, c'est la commune, il faut que aux élections régionales, la circonscription soit également la région. On dit non. Alors, nous allons vous faire un petit calcul et vous allez comprendre. Supposons que la préfecture est la circonscription électorale pour les élections régionales. Nous prenons un exemple banal. Dans une préfecture, ils ont l'habitude de coller les choses. Ils ont l'habitude de les coller. Quand on colle ça comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons vous donner un exemple. Ça concerne les CELI. C'est pour ça que je veux évoquer cela. Ça concerne les CELI. On dit, une CELI peut avoir 3 communes. Ne peut pas dépasser 3 communes. C'est-à-dire, ne peut pas regrouper plus de 3 communes. Plus de 3 communes. Dites-moi, comment le président ou bien la CELI qui regroupe 3 communes là, comment elle va s'y prendre pour faire la centralisation des résultats? Comment elle va s'y prendre pour faire la centralisation simultanée des résultats, puisque les résultats vont venir des communes? À supposer qu'il le fait simultanément. Et on prend une région comme ça, il y a 3 communes dedans. Il fait la centralisation simultanément. Quand il le fait comme ça, est-ce qu'il pourra être ici pour voir, être là pour voir, être de l'autre côté aussi pour voir? Non. Qui tout embrasse, mal et trait. C'est ce que dit l'adage, non? Donc, forcément, il ne peut pas avoir à faire les rapports à temps pour la proclamation des résultats. À supposer que la CELI décide de faire commune par commune. Cela encore c'est grave. Cela encore c'est grave. En faisant commune par commune, il y aura d'autres communes qui seront en attente. N'est-ce pas? Alors, dès lors que les communes sont en attente, il y a risque de fraude. Ceux qui sont en attente là peuvent modifier les résultats. Nous les avons vus
Nous avons vu cela depuis des années. Et je parle de 2015, par exemple, nous avons vu des présidents de série en train de refaire les résultats selon ce qu'on leur a dit de faire. Et jusqu'à la CENI même, nous avons vu cela. Donc, nous disons, nous, qu'il vaut mieux que la commune soit la circonscription électorale. Comme ça, on trouvera que, attention, les choses, la CENI peut avoir le temps de faire les choses normalement et très vite pour la proclamation des résultats. Alors, il y a d'autres sujets sur lesquels nous devons... On dirait que l'ANC est également contre la nomination des sénateurs, le taux qui est donné, ou bien la prérogative qui est donnée au président de la République. Oui, j'en viens. Alors, la loi dit il faut 60 sénateurs. Et sur les 60, on dit que le chef de l'État, lui, nomme 20. C'est les tests qui ont dit ça, non? Ah, attendez, vous allez me suivre. Le chef de l'État nomme 20. Alors que les 40 autres doivent être élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Voilà un parlement, puisque le Sénat, c'est la chambre haute du parlement. Voilà un parlement où il y a des élus et des nommés. Pourquoi dans une même chambre, il doit y avoir deux sortes de sénateurs, par exemple? Ça se fait ailleurs, non? Ça se fait où? Ça se fait où? Dites-le moi. Parce que je suis là pour vous répondre sérieusement. Vous allez me dire que ça se fait au Rwanda. Je vous donne l'exemple du Rwanda tout de suite. La loi du Rwanda dit expressément que le président nomme 6 ou 8 sénateurs. Mais que le président a l'obligation de les nommer dans les couches défavorisées. Parce qu'on sait que ces couches défavorisées là, doivent être représentées au Sénat. Dites-moi où encore? Au Congo, Brazzaville. Je parle du Congo, Brazzaville. La loi dit tous les sénateurs sont élus. C'est la loi, le dit. S'il y a des nommés ailleurs, c'est parce que ce n'est pas le même régime. Nous avons copié le régime français ici. Les lois françaises, c'est ça que nous avons copié ici. Il faut suivre, lorsqu'on est dans une logique, il faut être dans cette logique-là. Voilà. Et alors, maintenant, l'autre question. Les sénateurs relèvent de la communauté. C'est la représentation des communautés, les représentants des communautés. Dites-moi, le chef de l'État, dans quelle loi le chef de l'État est devenu une communauté? Pour nommer. Le chef de l'État n'est pas une communauté. En clair, aujourd'hui, alors qu'il y a séparation. D'ailleurs, il y a séparation de pouvoir. L'ANC veut que tout le monde soit élu. Mais pour l'ANC, tout le monde doit être élu. Ou bien vous voulez avoir des représentants dans les 20 que le chef de l'État va nommer? Ça n'est jamais notre philosophie. Depuis le début, nous avons dit qu'il n'est pas normal que dans une chambre, en tout cas dans un parlement, il y ait des élus et des nommés. Le chef de l'État. Nous sommes sous un régime de séparation de pouvoir. N'est-ce pas? Séparation de pouvoir, l'exécutif est quelque part. Le truc est quelque part. Pourquoi l'exécutif doit se mêler maintenant du Parlement? Est-ce qu'il y a encore séparation de pouvoir? La constitution que nous avons dit qu'il y a séparation du pouvoir. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Alors, comment l'exécutif peut revenir donner des ordres au niveau du Parlement? Les sénateurs qui seront nommés là, ce sera la parole du président de la République, non? Ça fausse le débat.
Et c'est ce que l'ANC, lui, ne veut pas. C'est pour ça que nous disons que, bon, il vaut mieux que le gouvernement revienne sur sa position pour faire les choses dans les normes et permettre au Togo d'évoluer normalement comme un pays normal. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Dans ce truc-là, nous n'avons pas le temps pour pouvoir expliquer à votre population tous les griefs que nous avons contre le relevé de conclusion. Voilà. Vous avez versé vos recommandations au niveau de la Sénat pour pas. Mais je vous assure que en allant à cette concertation-là, l'ANC a envoyé toute une liste de sujets à débattre. Et je peux vous dire que, eh bien, il y a des sujets même qui n'ont pas été débattus. Nous avons dans nos dossiers les mesures d'apaisement, c'est-à-dire la relaxation immédiate de tous les prisonniers politiques, le retour des exilés, ceux qu'on a exilés comme cela, il faut qu'ils reviennent au pays pour apporter leur contribution. Nous avons la vie chère. Nous avons, même tout ce que nous avons discuté tout à l'heure là, nous avons également les problèmes de la fonction publique à discuter. Comment on traite nos fonctionnaires. Il aurait pu mieux faire de rester dans la salle. Vous avez de bonnes propositions, vous avez de belles propositions, hein, de belles recommandations. Pourquoi il fallait quitter la salle? Nous avons bien droit de quitter là-bas. Le 26 mai 2021, l'ANC a adressé une lettre au ministre de l'administration du territoire pour lui dire la manière dont vous conduisez cette concertation, cette manière-là risque de créer des problèmes à notre pays. Donc, changez de cap. Nous n'avons pas été suivis. Le 16 juin, nous avons adressé une autre lettre au ministre de l'administration territoriale pour lui dire nous vous avons écrit et nous vous avons dit que la manière dont les choses se font là, ce n'est pas bien. Maintenant que vous ne nous avez pas répondu, nous allons, nos délégués qui sont à la concertation, nous allons les retenir un peu. C'est-à-dire, ils vont suspendre leur participation jusqu'à ce que vous preniez acte de ce que nous sommes en train de vous dire. On ne nous a pas répondu. On me dit, mais qu'à cela ne tienne. Voilà, le temps fait défaut et à vous suivre dans vos sorties, tout ça là. Vous n'êtes pas par hasard encore en train d'aller vers un boycott des élections prochaines? Je ne sais pas pourquoi on nous pose toujours cette question des élections. Ce que nous disons là, c'est pour le peuple togolais tout entier. Au cas où vos recommandations ne sont pas prises en compte. C'est pour le peuple togolais tout entier. Ce qu'on doit faire dans le pays pour que le Togo se porte mieux, en termes d'élection, en termes d'apaisement, en termes de vie chère, c'est ce que nous disons. C'est le peuple togolais qui est important. Alors, on nous pose la question, est-ce que vous n'allez pas boycotter les législatives? Les régionales. Chers collègues, les régionales. Est-ce que quelqu'un a annoncé les élections? Vous supposez que ce qui est actuellement est souillé. Si c'est ça, le gouvernement maintient. Et vous allez dans ça. Pourquoi vous voulez que le gouvernement maintienne? Non, c'est une supposition. Ce que nous sommes en train... C'est une supposition. Oui, voilà, c'est une supposition. Nous ne sommes pas en train de dire que... Mais puisque vous avez quitté les travaux, maintenant, êtes-vous sûr que vos recommandations seront prises en compte? Ce que nous faisons là, ce que je suis en train de faire là, c'est pour que le gouvernement comprenne que il est en train d'aller dans le mur et qu'il faut changer les choses. Maintenant, pour aller aux élections, il y a plusieurs paramètres qu'un parti prend, met dans la balance avant de décider d'aller ou de ne pas aller. Pour le moment, l'ANC n'est pas là pour dire je vais aux élections, je ne vais pas aux élections. L'ANC n'est pas là. L'ANC dit voilà ce qu'il faut faire pour que le paysage électoral soit voilà, le pays se porte mieux. Que le cadre électoral soit assaini et que
les Togolais se sentent dans leur pays, se sentent libres dans leur pays. C'est ça, nous, notre credo. Mais si demain, on annonce les élections, tout à l'heure, je vous ai parlé du recensement électoral. Quand il faut faire un recensement électoral biométrique, le minimum, les standards disent que le minimum de temps qu'il faut, il faut 6 mois pour faire ça. Faites le décompte et vous allez voir si, et les conclusions le disent, hein, qu'ils vont faire un recensement. Il y a un point capital que je voulais dire aussi à vos auditeurs. Ce point-là, c'est la traçabilité des bulletins de vote et la traçabilité de la carte d'électeur. Ça veut dire quoi? Nous avons proposé, on va finir bientôt, nous avons proposé que le bulletin de vote, on puisse apposer des signatures sur le bien pour la traçabilité. Parce que nous savons que l'élection n'a même pas, le scrutin n'a même pas commencé, on voit des bulletins de vote dans la rue. On nous dit, non, il faut apposer les vignettes ou hologrammes. Nous disons non. C'est vous qui commandez les vignettes. C'est vous qui les commandez. Donc, vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Finalement, la concertation dit, oui, il faut apposer les hologrammes, il faut aussi les signatures, mais en cas de problème, c'est les hologrammes. Nous disons non. Nous disons non. Pourquoi en cas de problème, ce n'est pas les signatures qui prévalent? On a l'impression qu'aujourd'hui, l'ANC a du mal à remobiliser sa troupe. Qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là? Vous pensez que nous avons... Moi, je viens d'une tournée nationale. Là, j'ai parcouru avec d'autres collègues. Nous avons sillonné le Togo de part en part. Nous sommes allés voir nos structures de base et en même temps nos populations. Alors, lorsque il est inscrit ici, dans le relevé de conclusion, hein, qu'il faut revoir la loi sur les manifestations, et que les Nations Unies avaient demandé depuis que la loi sur les manifestations révisée en 2019 est antinomique avec les droits de l'homme. Le gouvernement a vu ça, l'avant-dernier conseil des ministres. Là encore, il y a problème. Je vous dis, ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire des mégivettes. Et nous leur disons non. Un peuple a le droit de manifester. Attendez, vous allez voir. Si l'ANC va manifester ou pas. 2 secondes, monsieur Francis Pedro, 2 secondes. À quand la fin des coups d'État militaires en Afrique? Les coups d'État finiront lorsque nous allons respecter les constitutions que nous fabriquons, que nous donnons librement. Voilà des gens qui vont à des élections avec une constitution et chemin faisant, dès qu'ils sont au pouvoir, ils modifient la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Quand vous faites ça, vous ouvrez la voie, on ouvre la boîte de Pandore. Moi, je ne suis pas pour les coups d'État. Mais lorsque vous forcez un peuple de cette manière-là, en s'éternisant au pouvoir, ce qui va vous arriver, ça va vous arriver. Merci. Moi, je ne veux pas qu'on fasse des coups d'État. Je veux qu'on respecte les lois que nous nous donnons et les lois justes que nous nous donnons. La constitution du Togo a prévu 2 mandats. Qui sont ceux qui l'ont modifié et qui sont au pouvoir ad vitam aeternam. Il faut qu'ils changent pour qu'il n'y ait plus de coups d'État en Afrique. Le président Bouhari a fait l'écho de cela aux Nations Unies, à la tribune des Nations Unies, la dernière. Vivement qu'au Togo, qu'on comprenne que la Constitution n'est pas un chiffon. La Constitution, on se la donne librement, on la respecte. Merci. Ceux qui font 4 mandats là, ils n'ont qu'à revenir à de meilleurs sentiments. Merci. Une pour convaincre sur Radio Carré, c'est terminé. Le tapis rouge donc était déroulé à M. Francis Pedro Amouzou, conseiller chargé des relations avec les médias à l'Alliance nationale pour le changement, à ANC. Daniel, merci. Merci à Amen Le Saint et Papa Sam. Moi, je suis Eugène Bamazé. Bonne suite de nos programmes et au revoir. Ameaçou,